Donc, ma première question est quelles sont les principales causes historiques du conflit entre la Turquie et le PKK et comment la politique sécuritaire turque a-t-elle évolué face au PKK depuis les années 80? La relation de l'État turc avec le PKK doit être inscrite dans le contexte de la revendication des Kurdes, d'une partie des Kurdes en tout cas, de reconnaissance de leur identité culturelle et essentiellement la question de langue, l'apprentissage en langue maternelle et reconnaissance de l'identité kurde dans le cadre de la République. Donc, du coup, l'organisation PKK qui est apparue à la fin des années 70 ne représente pas la première confrontation de l'État turc avec des organisations, avec des mouvements kurdes dans le passé. Il y a eu plusieurs mouvements de contestation, de soulèvement et de répression très sévères depuis 1920, depuis presque le début de la République, par vagues successives. Le PKK, c'est-à-dire le Parti des travailleurs du Kurdistan, de son nom officiel, est apparu dans le contexte de la deuxième moitié des années 70, où il y avait une sorte de guerre civile larvée en Turquie entre les organisations d'extrême droite et les organisations de gauche. Ces organisations de gauche étaient certaines prônaient la lutte armée pour renverser le pouvoir, et les fondateurs du PKK étaient tous des jeunes issus des organisations révolutionnaires de la gauche de la Turquie. Ils ont créé cette organisation en 1977 ou 77, je crois, et très rapidement, le PKK a commencé d'abord à combattre les organisations rivales kurdes, puisqu'il n'y avait pas que le PKK à l'époque, il y avait plusieurs organisations qui combattaient, qui revendiquaient d'une part la reconnaissance de l'identité kurde par l'État de Turquie. Certaines étaient indépendantistes, certaines étaient pour la reconnaissance dans le cadre de la République de Turquie. Et PKK a d'abord été violent vis-à-vis des organisations rivales, et très rapidement, en sentant l'arrivée d'un coup d'État, ils ont quitté la Turquie et ils sont installés en Syrie. Avant même le coup d'État de 12 septembre 80, PKK avait en grande partie, en tout cas le quartier général, avait quitté la Turquie avec Abdullah Öcalan, un des fondateurs qui est devenu le chef par la suite. Donc PKK a commencé ses actions armées revendiquées ouvertement en Turquie en été 1984. Et c'était juste l'année suivante à la sortie du régime de la junte militaire en Turquie. Il y avait eu des élections, il y avait un gouvernement civil de droite libérale, et PKK, donc, l'été 84, août 84, a fait la première action dans deux villes proches de la frontière de l'Irak, en attaquant les casernes militaires. Et à partir de là, il y a eu une lutte entre PKK et les forces de l'ordre de Turquie, l'armée et la police. Et dans les années 90, il y a eu une accélération et une vraie augmentation de la dose de cette confrontation. Et il y a eu évidemment énormément d'exactions de la part des forces d'ordre turques. Il y a eu beaucoup de personnes disparues, dont on n'a toujours pas retrouvé les conditions de leur disparition, ni leur corps d'ailleurs. Et PKK aussi a mené des luttes dures à certains moments. Il y a eu des tentatives aussi de
négociations qui ont, en 93 par exemple, première tentative de négociation et cessez-le-feu, mais qui ont échoué systématiquement parce que du côté de l'État turc, d'un côté, essentiellement, la négociation avec le PKK ne pouvait pas avancer avec une reconnaissance, un tant soit peu, des revendications des Kurdes. Il y a eu simplement la reconnaissance de la liberté d'utilisation, pas d'apprentissage, mais liberté d'utilisation de la langue kurde dans les années, début des années 90, mais pas plus. Il n'y a pas eu d'autres avancées. Alors, dans les années 2000, les choses se sont un peu calmées dans un premier temps, mais surtout ce qui s'est passé, c'est qu'en 99, sous la pression de l'État de Turquie, la Syrie a demandé à Öcalan de quitter la Syrie et après une période de 4-5 mois qui a duré, où Öcalan a cherché statut de réfugié, à Kenya, les services secrets américains ont rendu possible l'arrestation de Öcalan par les services secrets turcs. Depuis, Öcalan donc est en prison en Turquie. Il a été condamné à perpétuité incompressible et il y a eu plusieurs vagues de tentatives de modification de la ligne du PKK. L'indépendance du Kurdistan a été abandonnée. Öcalan a beaucoup changé ses stratégies de départ, revendique une démocratisation, ne revendique pas une création de l'État indépendant kurde, mais une démocratisation dans les régions où les Kurdes sont présents, en Turquie, en Irak, en Syrie, en Iran. Il appelle ça une confédéralisme démocratique, c'est-à-dire les Kurdes auraient des autonomies, mais dans le cadre de ces États, des autonomies culturelles, politiques éventuellement. Alors, pour l'État turc, la revendication du PKK a créé très rapidement la substitution de l'ancien thème anarchie par le danger qu'il appelle le terrorisme séparatiste. Et à partir de ce terme, le terrorisme séparatiste, il y a eu énormément, par vagues successives, dans les années 90 particulièrement, mais ça a suivi aussi dans les années 2010, et par vagues successives, il y a eu des lois et des pratiques qui suspendent une partie des libertés fondamentales. Par exemple, il y a une loi qui a été votée séparément de la loi du Code pénal, une loi sur la lutte contre le terrorisme qui suspend dans ce cadre-là une partie importante des libertés fondamentales. Donc, c'était une justification de la mise en place d'un État sécuritaire dont le slogan, c'était la lutte contre le séparatisme, le terrorisme séparatiste et le terrorisme en général. Et le PKK est une organisation qui mène une lutte armée, mais en même temps, des organisations parallèles du PKK ou téléguidées par PKK ont aussi des activités qu'on peut appeler terroristes, c'est-à-dire des attentats individuels, suicides, des attentats à la bombe, etc., etc. Donc PKK est une organisation politique, mais militaire, mais qui n'exclut pas des actions terroristes qu'on peut appeler terroristes en même temps. Et face à cela, l'État de Turquie a aussi mené des actions évidemment extralégales, illégales, pour liquider les différents dirigeants ou membres du PKK. Et il y a une lutte armée entre les forces armées turques et les forces armées du PKK qui a duré pendant très longtemps par épisode. C'est pas une lutte
permanente, quotidienne, mais par épisode, ça s'envenime. À certains moments, ça se calme. Et PKK dispose très peu désormais, depuis quelques années, PKK disposait très peu de présence militaire en Turquie et était essentiellement concentré dans l'Irak. Son quartier général est à la frontière irako-iranienne, dans la montagne de Kandil, et essentiellement, les cadres du PKK étaient présents en Syrie. Alors, récemment, comme vous savez, il y a eu une demande, une ouverture, une découverte par nous des négociations qui duraient apparemment depuis pas mal de temps entre Abdullah Öcalan, qui est en prison, et les services turcs, et qui a abouti par une révélation par la bouche du président du parti d'extrême droite nationaliste, du parti d'action nationaliste, Devlet Bahçeli, au mois de octobre 2024, qui a révélé que Öcalan pouvait venir appeler à la fin de la lutte armée, dissolution du PKK, et qu'une nouvelle page de l'histoire de la Turquie, une Turquie sans terreur, pouvait commencer. Et depuis, il y a eu des évolutions. Öcalan a fait cet appel au mois de février dernier. PKK a réuni son congrès au mois de mai. Et PKK, officiellement, dans ce 12e congrès, a décidé d'arrêter la lutte armée comme stratégie politique de lutte et d'autodissoudre leur organisation, mais ils ne disent pas, évidemment, qu'ils vont arrêter la lutte politique, autodissoudre l'organisation PKK, mais continuer probablement la lutte pour la revendication de reconnaissance, reconnaissance des revendications des Kurdes dans le cadre d'un combat politique qui ne passe pas par la lutte armée. Nous sommes à cette situation-là aujourd'hui et nous ne savons pas comment les choses vont évoluer parce que du côté de l'État turc, de l'État de Turquie, le terme exact de Turquie, c'est l'État de Turquie. On utilise toujours le terme État turc, mais en fait, il faut dire l'État de Turquie, l'État de la République de Turquie. Et il n'y a aucune avancée pour le moment. Il n'y a aucune avancée susceptible de justifier une solution de sortie de confrontation armée. C'est-à-dire modification des conditions de détention, notamment les maires élus kurdes sont en détention, il y a même des maires élus du Parti républicain du peuple sont en détention avec accusation, intelligence avec une organisation terroriste, c'est-à-dire le PKK, etc. Donc, il y a le discours du côté du pouvoir comme quoi il faut arriver à une Turquie sans terreur, c'est une très bonne chose. Que le PKK arrête la lutte armée, je pense que c'est une bonne opportunité. Mais en contrepartie, il faut vraiment que l'État de Turquie, le gouvernement de Tayyip Erdogan, avance concrètement pour crédibiliser cette situation. Et je crois que là, nous sommes devant un blocage épistémologique, culturel, historique de l'État de Turquie, tétanisé devant toute satisfaction de revendications minimales des Kurdes parce qu'ils ont, pendant des décennies, bombardé, créé une idéologie nationaliste comme quoi les revendications des Kurdes, ça ne peut aboutir qu'au séparatisme. Et pour rebondir du coup sur ce que vous avez pu mettre en avant, sur ce que l'État de Turquie pourrait apporter de concret à cette idée de dissolution, donc du coup de la lutte armée, de la fin de la lutte armée du PKK et de potentiellement rendre les armes également, pensez-vous que l'État de Turquie serait prêt à libérer Abdullah Öcalan ou du moins réviser
son arrestation, l'arrestation en question, afin de démontrer une volonté de collaboration dans ce processus de paix? Ou pensez-vous que cette idée de libérer Abdullah Öcalan serait un non-lieu et donc une impossibilité à l'égard d'Ankara? Dans un premier temps, je pense qu'il faut passer par des choses plus réalisables, c'est-à-dire la détention des maires élus kurdes pour accusation d'intelligence avec organisation terroriste. Si il n'y a pas d'organisation terroriste en Turquie, si PKK n'est plus considéré, n'existe plus et il n'y a pas de lutte armée, il n'y a pas non plus de justification possible pour maintenir des milliers de personnes en prison. Alors, pour Abdullah Öcalan, les choses sont plus compliquées parce que Abdullah Öcalan lui-même, d'après ce que nous comprenons, n'a pas tellement l'intention de quitter l'île de İmralı, puisqu'il est beaucoup plus en sécurité là-bas. Et probablement, ce qui va se passer, si le gouvernement de Turquie avance un tant soit peu dans cette direction, ça va être une modification considérable de ses conditions de détention, une sorte de liberté. İmralı était une ancienne prison semi-ouverte avant que Öcalan soit incarcéré là-bas. Il est devenu la prison individuelle de Öcalan. Donc, il peut le transformer en une prison semi-ouverte où il peut avoir une liberté de circulation, d'accueillir des gens, de communication avec le reste. Et d'ailleurs, actuellement, l'accompagnement de Öcalan a été renforcé par d'autres personnes. Ils ont créé un mini-secrétariat pour Öcalan avec des prisonniers politiques du PKK qui sont volontaires pour être présents. Donc, je pense que ça peut évoluer dans ce sens-là. Il n'y a pas de demande, à ma connaissance, de Öcalan d'être libéré immédiatement. Mais par contre, les conditions de détention doivent être sensiblement modifiées avec la possibilité de contacter des hommes politiques, des journalistes, des cadres, des anciens cadres du PKK, etc. Mais pour le moment, le minimum du côté du gouvernement n'est pas fait. Alors, il y avait une possibilité de révision favorable du code pénal et notamment le code de lutte contre le terrorisme. Ça a été repoussé. Il était question qu'on le fasse, qu'il soit discuté au mois de juin. Ça a été repoussé à l'automne prochain. Donc, il y a vraiment beaucoup d'hésitation du côté du pouvoir parce que le pouvoir sent que dans la population, le discours, le bombardement idéologique, le formatage idéologique depuis des décennies contre les revendications kurdes est tellement ancré qu'aujourd'hui, il est très difficile pour eux de revenir en arrière et donc, du coup, le gouvernement d'Erdogan est pris en tenaille entre son discours récent jusqu'à récemment et sa volonté de sortir du problème kurde, puisque on a l'impression que d'un côté, il peut espérer, en résolvant le problème kurde, l'appui d'une partie de l'électorat kurde, mais en même temps, cela lui coûte manifestement, il a peur en tout cas, et dans le passé, ça s'est déjà passé en 2015 un peu, on a eu le test, il a peur en même temps de perdre une partie importante de sa base électorale nationaliste au profit des formations ultranationalistes turques. Merci pour cette réponse. Mon autre question est tournée sur la violation du cessez-le-feu qui a été mis en place, je crois, en mai ou alors en avril. Donc la question est plus tournée sur ce sens-là. Comment expliquer que malgré le cessez-le-feu, l'armée turque ait mené à différentes occasions des opérations en Irak et en Syrie, tuant des membres du PKK également. Quels sont pour vous, comment cette réalité-ci pourrait s'inscrire dans la logique d'un dialogue de paix entre le PKK et... Il n'y en a pas de dialogue de paix dans ce cas-là. Alors, du côté de Syrie, je crois que les confrontations entre l'armée turque ou les forces soutenues par l'armée turque et les forces démocratiques syriennes, depuis début mai,
se sont arrêtés. Je crois que depuis mi-mai, je crois, et depuis, en Syrie, il n'y a pas de confrontation directe. Mais les positions restent figées. Il n'y a pas d'évolution non plus. Les positions restent figées. Afrin et les deux régions sont occupées par l'armée turque. Et en revanche, l'armée turque bombarde les positions du PKK en Irak en permanence. Et le PKK déclare qu'ils sont en position de défense, ils ne répondent pas, mais il faut rappeler une chose, c'est que le cessez-le-feu a été, la partie turque n'a pas déclaré le cessez-le-feu. C'est une cessez-le-feu unilatéral. Donc, du coup, ça aussi, c'est un des grands problèmes, c'est que le processus de paix est déclaré unilatéralement. Et donc, la partie, le gouvernement de Tayyip Erdogan et l'État de Turquie, les dirigeants de l'État de Turquie ont une position extrêmement unilatérale. Ils disent il faut que le PKK arrête, s'autodissout, rend les armes et un point, c'est tout. Et de l'autre côté, qu'est-ce que va faire l'État? Rien. S'il y a des gens nous allons continuer donc à réprimer le PKK. Donc, dans ce cas-là, nous sommes évidemment un peu sceptiques. C'est très, très, très bien que la lutte armée du PKK s'arrête. Vraiment, c'est très important. Ça peut créer un nouveau tournant pour la Turquie, pour la démocratisation, pour sortir de cette justification de l'état d'exception permanente que Tayyip Erdogan use et abuse comme auparavant les militaires ou d'autres pouvoirs autoritaires le faisaient. Mais il faut que ce soit crédible. Oui, voilà. Je comprends totalement et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez marquant, notamment, on a pu voir que le Kurdistan irakien, donc principalement Netirvan Barzani, a joué un énorme rôle en tant que médiateur dans cette discussion entre Erdogan et Abdullah Öcalan. Et donc, du coup, ma question est plus tournée sur les implications de cet appel d'Abdullah Öcalan du 27 février 2025 et du congrès qui a eu donc à Suleymaniye les 5 et 7 mai 2025. Quel est l'impact de cette dissolution militaire du PKK à l'égard des Kurdes de Syrie, sachant que le YPG est affilié plus ou moins au PKK, et la sœur du PKK. Et le Kurdistan irakien, quels sont les impacts du coup sur la région de manière générale, notamment sur ces deux pays? Le Kurdistan irakien n'a pas tellement d'impact puisque le Kurdistan irakien est contrôlé par le gouvernement de Barzani et PKK disposait simplement des camps de réfugiés et ces camps de réfugiés étaient vraiment sous contrôle de Barzani et comme vous savez, entre le clan de Barzani et les dirigeants du PKK, les choses n'ont jamais été très fraternelles. Il y a eu plutôt ils se regardent en chien de faïence. Il y a eu même des confrontations. En revanche, en Syrie, évidemment, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est l'avenir de la Syrie. Le gouvernement turc travaille beaucoup pour que aucune reconnaissance d'autonomie régionale ou formation d'une administration politico-militaire locale kurde apparaissent en Syrie et fait énormément de pression sur le gouvernement de Tarek Ahmed El-Shara, pour qu'il n'y ait pas de reconnaissance, mais en même temps, il faut reconnaître que les forces démocratiques syriennes constituent aujourd'hui les forces militarisées les plus puissants, les plus nombreux et le mieux équipés de la région. Donc, du coup, pour El-Shara et son gouvernement, il est très difficile de passer outre leur présence. Donc, du coup, il y a beaucoup de confrontations, hésitations, mais la partie turque impose pour le moment, bloque manifestement l'évolution. Est-ce que je ne sais pas si
le gouvernement syrien provisoire a l'intention de faire un accord avec les FDS, mais en tout cas la partie du gouvernement de Turquie bloque en grande partie les négociations. Donc du coup, aujourd'hui, la question kurde en Turquie est surtout pour le gouvernement, pour l'État de Turquie, et surtout analysée dans le cadre de l'avenir de la stabilité et de l'organisation, de l'avenir de la Syrie. Donc, ça s'est déplacé. Ce n'est pas la question en Turquie. Hein. C'est devenu la Syrie l'enjeu principal de l'avenir du post-PKK, si vous voulez. Et donc, j'arrive sur mes deux dernières questions. Donc, c'est aussi tourné sur la région Moyen-Orient principalement. Vous avez mis en avant le fait que cette question de la lutte armée kurde et de cette discussion entre la Turquie et les Kurdes aura potentiellement aussi un impact sur la Syrie. Donc, ma première question tout d'abord est comment ce processus pourrait-il redessiner les équilibres kurdes au Moyen-Orient entre les aspirations kurdes de Turquie, d'Irak et de Syrie qui sont quand même assez différentes, même si on peut essayer de les regrouper de manière, vulgairement. Quel est aussi cet impact-là sur les Kurdes d'Iran? On a moins d'informations sur les Kurdes d'Iran, mais quel est aussi l'impact de cet appel sur les Kurdes d'Iran et est-ce que ça a un impact particulier ou pas du tout? Et mon autre position, c'est on a vu l'escalade qu'il y a eu entre Israël et l'Iran, qui est encore en cours d'actualité, notamment avec l'intervention américaine. Les États-Unis a dit qu'ils seraient prêts donc à négocier avec l'Iran pour mettre un terme à la guerre. Israël également souhaite mettre un terme à ce conflit puisque apparemment ils auraient finalisé toutes leurs missions nécessaires sur la destruction des sites nucléaires iraniens, donc sur le territoire iranien. On a eu quelques discours d'Erdogan, notamment sur sa position anti-attaque israélienne en Iran et que l'Iran a le droit de riposter. Mais c'est vrai que Erdogan, pendant plusieurs années, a quand même eu une opinion assez versatile avec Israël. D'un côté, on a quand même eu une relation plus ou moins cordiale. On a pu le voir sur l'aspect commercial et économique de la Turquie. Puis on a eu ensuite un Erdogan qui était plus nerveux à l'égard d'Israël, notamment avec les événements du 7 octobre 2023 et le génocide qui est en cours à Gaza. Est-ce que pensez-vous qu'avec cette posture d'Erdogan, Israël pourrait potentiellement s'en prendre à la Turquie, qui est aussi pas s'en prendre à la Turquie de la même manière que ce qui s'est passé en Iran, mais pensez-vous que la Turquie pourrait intervenir dans cette situation-là entre l'Iran et Israël et apporter un brin de soutien à l'Iran, alors que la Turquie et l'Iran, si on parle historiquement parlant, ils ont une certaine conflictualité. On a l'Empire ottoman et on a l'Empire aussi sassanide. Puis ensuite, on a eu donc les deux différentes républiques, une république plutôt islamique et une autre république plus tournée sur l'aspect démocratique, comme il essaye de mettre en avant. Pensez-vous qu'il y aurait une aide turque à l'Iran plus avérée ou pensez-vous que ça ne sera pas trop le cas et la Turquie restera sur ses réserves pour pouvoir gérer sa situation interne avec le mandat de 2028? Est-ce que Erdogan pourra se représenter ou alors juste un détachement en fait de ce qui se passe au Moyen-Orient de manière générale? Je pose cette question-ci là qui est assez vague et floue parce que j'ai vu quelques informations sur la presse, au niveau de la presse, au niveau des médias et quelques chercheurs qui incluent la Turquie actuellement dans ce qui se passe avec Iran, Israël et États-Unis. Donc, quelle est votre opinion en tant que chercheur à ce sujet? Sur la première partie de la question, je n'ai pas beaucoup d'idées parce que je ne sais pas la situation de Pjak aujourd'hui. Avec l'intervention israélienne, il faut vraiment faire attention à faire des projections comme quoi l'intervention américaine et israélienne va affaiblir le régime et il va y avoir un changement de régime. Je pense que de ce point de vue-là, nous sommes très, très loin de la réalité. Alors, en ce qui concerne la première partie de votre question, je n'ai pas beaucoup d'éléments de réponse parce que d'abord, en Iran, je ne sais pas ce qui va se passer, quelle est la position de Pjak. Et surtout, je crois qu'il faut faire vraiment attention à faire des projections trop rapides comme quoi, avec l'intervention israélienne et américaine en Iran, le régime s'affaiblira et qu'il y aura un changement de régime. Ça peut être l'inverse, ça peut être une réaction de patriotisme, nationalisme qui risque d'augmenter et que le régime affaibli en termes de légitimité interne peut continuer. Alors, en ce qui concerne la question sur la configuration dans la région, oui, il y a
carte kurde, mais il ne faut pas non plus l'exagérer, la carte kurde. La carte kurde sur la Turquie est différente, en Syrie c'est différent. Il ne faut pas non plus aujourd'hui considérer que les Kurdes constituent un corps unifié avec une idéologie unifiée, etc. Il y a des réalités locales, il y a des identités locales et probablement, évidemment, partout. Ce qui est évident, c'est que dans chacun de ces pays, les Kurdes, dans leur grande majorité, demandent à reconnaître leur identité kurde. En Syrie, en Irak déjà obtenu, puisqu'il y a maintenant un gouvernement autonome, une université en langue kurde, l'enseignement en langue kurde. C'est le seul cas où c'est l'Irak, en fait, aujourd'hui. Les Kurdes ont obtenu un quasi-État et les revendications sont assurées. Et puis, mais dans les autres régions, il y a ces revendications qui vont continuer, ils ne vont pas s'évaporer, mais avec des modalités probablement différentes dans chacun des cas. Et ce que dit Abdullah Öcalan dans sa lettre au congrès du PKK est à peu près dans les mêmes ordres en disant il faut vraiment s'adapter. Bon, la lettre d'Öcalan a des côtés parfois invraisemblable dans le passage de l'histoire, etc., etc. Mais il était toujours comme ça. Sa manière de penser est un peu confuse et un peu égocentrique, mais de l'autre côté, il a aussi des constats justifiés, notamment en termes d'avenir. Et c'est ça qu'il met en avant, et je crois que c'est très réaliste. Évidemment, les Kurdes pourraient être aussi manipulés par les puissances locales et étrangères. Les Israéliens peuvent vouloir les manipuler, la Turquie peut vouloir les manipuler ou essayer d'utiliser comme argument contre eux pour pouvoir rester comme actif dans la région. La question, est-ce que la Turquie va quitter les territoires occupés de la Syrie un jour? On ne se pose pas cette question, mais il faut se le poser, évidemment. Enfin, mais revenons sur... donc, la question kurde va continuer dans les différentes modalités. La question kurde va continuer et probablement les Américains, l'Israël, la Turquie, l'Iran vont vouloir utiliser la carte kurde à leur manière, et c'est aux Kurdes dans ce cas-là de pouvoir trouver leur stratégie autonome. En ce qui concerne la Turquie, vraiment là, il ne faut pas fantasmer sur la Turquie et l'Israël. Ça, c'est vraiment un fantasme que Erdogan a sorti de son chapeau, et du côté de l'Israël aussi. Les faucons israéliens, certains faucons israéliens l'expriment. Non, là, c'est un fantasme. Ni l'Israël n'a aucune envie ni intérêt à se confronter directement avec la Turquie, ni la Turquie n'a intérêt à intervenir du côté contre Israël directement. Indirectement, la Turquie Tayyip Erdogan a soutenu Hamas mordicus jusqu'au bout, mais en même temps n'a pas rompu totalement les liens, comme vous avez dit, économiques avec Israël. Et dans le cas de l'Iran aussi. Et je crois que, bon, moi je ne suis absolument pas du côté du gouvernement de Turquie, de la politique du gouvernement de Turquie, mais il faut reconnaître que sur la question de la guerre irano-israélienne, la position de la Turquie qui est modérée est la position la plus rationnelle. C'est-à-dire ni prendre le soutien de l'Iran, ni justifier l'attaque de l'Israël, l'attaque unilatérale de l'Israël contre l'Iran. Mais ne pas non plus de prendre une position totalement unilatérale en faveur de l'Iran. Je pense que de ce point de vue-là, cette position que certains pourraient analyser comme opportuniste ou comme pas courageuse, mais je trouve que du côté de la logique de l'État de Turquie, c'est la position la plus rationnelle.